Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Des chasseurs qui défendent la complémentarité entre les différents usages dans la nature. Randonneurs, vététistes et chasse, certains opposent ces pratiques lorsque surviennent des accidents. Dans certains départements comme la Corrèze ou l'Isère, les fédérations de chasse et de randonnée ont signé des chartes pour une bonne cohabitation. Alors parlons vrai, est-ce qu'il y a d'autres méthodes que ces chartes pour améliorer les choses? Et à la question chasseurs-promeneurs, la cohabitation est-elle possible? Vous dites oui à 54%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, vous voulez réagir ou on commence avec Willy Schren? Ah ben moi, j'aurais le plaisir peut-être de contredire le président, donc je le laisse commencer. Willy Schren. Je pense que la difficulté de la cohabitation sur les espaces, en fin de compte, elle est assez récente. Elle est arrivée quand la nature, en fin de compte, est devenue un parti politique. C'est-à-dire qu'il s'est appelé d'ailleurs l'écologie des Verts. Et quand on voit d'ailleurs qu'aux dernières présidentielles, un mec comme Jadot, en 3e point de son programme, dit l'interdiction de la chasse, le week-end, les vacances, les jours fériés. Ce qui veut dire quand même que quand vous êtes chez vous, vous êtes propriétaire. La propriété privée quand même. C'est quand même fondamental dans la société. On n'est pas dans un grand kolkhoz à ciel ouvert en France. Que la biodiversité soit un bien commun, c'est une chose, mais la propriété privée. Une fois qu'on estime qu'au nom de la nature, tout doit être ouvert à tout le monde, que vous, chez vous, on vous interdit de faire quelque chose de légal parce que vous devez partager et offrir votre bien à des gens qui veulent venir en jouir gratuitement au nom de l'écologie et de l'animalisme, c'est quand même gonflé. C'est quand même gonflé. Alors, l'histoire, elle est simple. Avant, la nature, la campagne, on va dire, tout le monde comprenait tout le monde. On savait que Pierre ou Paul chassait le dimanche, on n'allait pas dans son bois. On allait le samedi ou le dimanche d'après, on allait faire un truc le chien, on allait cueillir quelques champignons. Tout était ouvert. On n'avait pas de problème. Jusqu'au moment où on est venu dire un moment, la nature, elle est à tout le monde. La nature est à tout le monde. La nature n'est pas à tout le monde. À partir de là, il faut laisser surtout les gens s'en occuper au niveau local. Il y a des accords partout, Philippe. Il y a plein d'endroits où on partage la nature. Quand je parle de nature privée, bien sûr, la propriété privée, où il y a des accords entre les communes, les propriétaires privés, et ça se passe très bien. Donc, essayons aussi de sortir de ce qu'entendent les gens et ce que voient les gens. C'est-à-dire ce pugilat médiatique totalement dirigé et orchestré par des gens à des fins politiques. Sachez quand même que dans 99% des cas, les choses se passent extrêmement bien au niveau local. Là, on parlait du Nord. Vous, dans le Haut-Var, ça se passe bien avec les randonneurs, vététistes et tutti quanti? Ça se passe bien, pas toujours, mais effectivement, de toute façon, un jour vous êtes chasseur, le lendemain vous êtes randonneur, vous ramassez des champignons ou vous ramassez des asperges. Donc même le chasseur, il est usager de la nature de façon différente et il le comprend bien ça. Et les autres usagers doivent aussi le comprendre. Et je reviens sur effectivement la propriété privée. Le magistrat que vous êtes va me reprendre, mais il me semble que la propriété privée, le droit de propriété est constitutionnel en France. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et qu'il faut se remettre en tête. On ne va pas ramasser les champignons de quelqu'un, ou s'il avait planté un potager, vous n'iriez pas ramasser ses courges ou ses haricots verts. Donc c'est haricots verts, pardon. Donc voilà, c'est un peu de bon sens. On se rappelle qu'on est chez quelqu'un et on s'adapte aux règles, tout simplement. Je vous rejoins en grande partie. Il est anormal qu'on ne parvienne pas à trouver un terrain d'entente partout entre les chasseurs et les promeneurs. Mais je me demande si la dérive n'a pas commencé chez certains des deux côtés avec la gangrène de la politique. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a tellement distillé une haine des chasseurs que naturellement, ça a créé une animosité chez les promeneurs qui ne l'éprouvaient pas avant. Et de la même manière, quelques promeneurs, quelques citoyens, je l'espère de bonne foi, ont tiré argument de certaines tragédies parfaitement fortuites et dramatiques pour s'en prendre aux chasseurs. Je suis persuadé que si nous avions un minimum de politesse collective, ça ne poserait pas l'ombre d'un problème. Du civisme. Il a raison, oui, vous avez raison, Philippe. Effectivement, tout passe déjà par ce principe de tolérance qu'on a évoqué à maintes reprises. Et puis après, quand on sort de la partie privative de la nature, on est dans les lieux publics, les forêts domaniales, les forêts publiques, ce genre de choses par exemple, ou les chemins publics. Là, faut jamais oublier que les choses sont déjà extrêmement séparées. Vous êtes chasseur, vous avez chassé en forêt domaniale, vous avez le droit de le faire une journée par semaine en moyenne pendant la période de chasse, et c'est tout, c'est-à-dire une douzaine de jours
jours, 14 maximum. Si la forêt est périurbaine, il y a bien longtemps qu'on chasse pas le week-end, les vacances et les jours fériés, où c'est déjà interdit. On l'a même demandé parce que c'est de bon sens. On va pas se promener dans la forêt avec plein de monde autour de nous quand on est avec des armes et des chiens en train de courir après des faisans ou des sangliers. Je veux dire, c'est pas tout ça, on l'a éprouvé depuis longtemps. Et ma grand-mère disait toujours. Alors si c'est valable pour nous, c'est valable pour les autres. Quand t'es pas chez toi, gamin, n'oublie jamais que t'es chez quelqu'un. Une fois qu'on aura retrouvé ça comme fondamental, eh ben ça ira déjà beaucoup mieux dans le vivre ensemble. Et ça va bien se passer. Mais que les gens se rassurent, les chasseurs n'ont pas envie de bunkériser la nature, n'ont pas envie de fermer les espaces, mais respecter juste un peu les gens qui sont chez eux. Voilà. Et profondément derrière tout cela, au-delà de la chasse et des promeneurs, je me demande s'il n'y a pas dans l'esprit profond de la politique d'aujourd'hui, et pas seulement de la part du président, une volonté d'opposer en permanence les Français les uns aux autres, les activités, Diviser, les unes c'est aux mieux autres, régner, on le sait tous. et que chacun ne constitue que la seule légitimité, c'est ce qui apporte du bonheur à soi-même. Mais les autres existent, il faut l'accepter. Philippe, fondamentalement, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de monde politique. Donc des fois, il faut en créer un petit peu quand tout se passe bien. C'est pas sain. Oui, on crée la peur en fait pour mieux nous manipuler. Alors il y a une question qui se pose quand même parce que les chiffres sont encourageants. Il y a 42% d'accidents en moins en 20 ans. Ça prouve quand même que les chasseurs font peut-être plus attention qu'à une certaine époque, non ? C'est pas qu'une question d'attention, pardon, c'est aussi une question de formation. Ah oui, alors expliquez-nous, parce que comment on obtient le permis de chasser ? Moi, je l'ai eu il y a 4 ans, donc je m'en souviens bien. Voilà, il y a deux parties, il y a une épreuve théorique et une épreuve pratique. Comme le permis de conduire. Exactement, comme le permis de conduire, voilà, tout simplement. Il faut répondre à des questions, et parmi ces questions-là, en tout cas pour la partie théorique, il y a des questions sur la sécurité. Et si vous avez faux à ces questions de sécurité, vous n'aurez pas de chasser. Et pour la partie pratique, c'est exactement la même chose. Il y a des gestes liés à la sécurité. Si vous faites un de ces gestes au moment de votre examen pratique, eh ben vous n'aurez pas non plus votre permis de chasser. Voilà. Donc l'examen pratique, comme le permis de conduire, on va avoir du sanglier courant avec une arme à canon rayé. Du tir avec un fusil, on va avoir le rangement de son arme, voilà, c'est un certain nombre d'épreuves pratiques et puis c'est 10 questions théoriques. Et c'est compliqué à avoir ou pas ? Oui, il y a beaucoup de bachotage, Moi, etc. j'ai bossé. Oui. Ah, mais il faut bosser. Ouais, j'ai bossé. Il a raison. Hein. Il y a en moyenne 65% des gens qui ont le permis, qui obtiennent. C'est moins que le baccalauréat, je vous le rappelle. Ah oui, on en est à 97 ou 98, là c'est l'école des fans. Là. En plus, on a rajouté, en plus du permis de chasser, on a rajouté aujourd'hui un suivi, ce qui n'existe dans aucune est obligé de se présenter à des formations de remise à niveau tous les autant d'années systématiquement. Toute personne qui ne vient pas, on fait quand même des gestes forts dans la continuité. Comment échapper au crime parfait. Merci à tous.